édition du TVC Info en date du 11 mai 2023. Nos invités et sujets de cette semaine, un reportage sur la conférence de presse du gouvernement québécois à propos du changement de nom de l'autoroute 50, le maire de la municipalité de l'Ange-Gardien, Marc-Louis XVI, Chloé Gagnon d'Excellence sportive Outaouais, qui vient nous présenter sa chronique sport, Amy Poirier du Studio Danse Academy, le conseiller de Masson-Angers Mario Aubé concernant les inondations. Bonne écoute! Et la beauté de ce qu'était Guy Lafleur, c'est que il n'était pas juste bon sur la glace. Il était exceptionnel comme être humain aussi. Un homme accessible, un homme généreux, un homme humble, proche du monde, direct, des fois trop, hein? Puis proche de ses origines, il était fier de dire qu'il venait de Tursault, puis il venait régulièrement ici à Tursault. La population de Tursault et les environs se sont réunis le 4 mai passé pour célébrer le nouveau nom de l'autoroute 50, l'autoroute Guy Lafleur. Le gouvernement québécois, en collaboration avec la ville de Tursault, a organisé une conférence de presse pour expliquer leur décision. Ils ont voulu rendre hommage à l'ancien joueur du Canadien et détenteur de plusieurs Coupes Stanley, décédé le 22 avril 2022, Guy Lafleur. Le maire de Tursault, Benoît Lauzon, nous explique en quoi cet événement est important pour les citoyens. Bien, on connaît la grandeur de l'homme qui était Guy Lafleur, là, outre son talent de hockeyeur puis sa carrière. Je pense que ça fait des années qu'il joue plus au hockey, puis les gens sont encore attachés après cet homme, parce que c'est l'idole d'un peuple. C'est quelqu'un que tous les Québécois et les Québécoises aimaient. Et je pense que c'est un honneur pleinement mérité à M. Lafleur. Nous avons également rencontré le fils de Guy Lafleur, Martin Lafleur, qui nous explique en quoi c'est un honneur pour leur famille que l'autoroute 50 porte maintenant le nom de son père. Bien, je pense que c'est un honneur pour toute la famille, autant notre famille, ma mère, mon frère, ainsi que sa mère et ses sœurs. Je pense que ça démontre à quel point il a touché les gens au Québec, autant sur la patinoire qu'en dehors de la glace. Donc, c'est un hommage incroyable d'avoir une autoroute qui porte son nom. Puis, est-ce que vous êtes content que ça ait lieu à l'endroit où est-ce que votre père est né? Ou est-ce que... Oui, c'est très important. Quand on a été consulté pour savoir un peu qu'est-ce qu'on en pensait, l'autoroute 50, c'était effectivement... la priorité pour essayer d'obtenir le nom Guy Lafleur attaché à ça. Surtout que l'autoroute passe dans sa ville natale, donc je pense que c'est important de souligner cette partie-là, là, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Finalement, le maire de Tursault, Benoît Lauzon, nous rappelle que l'autoroute 50, maintenant Guy Lafleur, est toujours en construction. Il nous dresse un bref bilan des avancées présents et futures des travaux. Bien, on sait qu'il y a des élargissements qui sont faits dans le secteur de l'Ange-Gardien, là. Puis il y a des engagements du gouvernement qui ont été pris pour faire les analyses, là, pour élargir le reste de l'autoroute. Puis on est d'accord avec ce que le gouvernement a annoncé à cet effet-là. Là. Fait qu'on va suivre le déroulement. Là. On parle d'un élargissement complet dans les 10 prochaines années. Parfait. Merci beaucoup, M. Lauzon. Ça fait plaisir. Bonjour, M. Louis XVI. Bonjour, vous allez bien? Oui. J'ai une entrevue avec vous aujourd'hui car j'aimerais ça qu'on puisse discuter, en fait, du projet d'usine qu'il y a à l'Ange-Gardien. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi va consister cette usine-là? Oui. Donc, l'usine en question dont vous parlez, c'est l'usine d'acier DM. Donc, c'est une entreprise qui était déjà établie dans le parc d'affaires et qui a décidé de construire une usine pour tout faire à l'intérieur. Donc, c'est un investissement de plus de 7 millions de dollars. C'est un gros bâtiment. Et puis, donc, comme je dis, cette usine-là, cette entreprise-là, les tiges de métal qu'on met dans le ciment, les fondations, tout ça, c'était à l'extérieur. C'était un peu bruyant. Puis, bruyant. C'était
c'était pas pratique avec les conditions météo, tout ça. Donc, avec ce magnifique bâtiment-là qu'il y a là, ça va régler tous ces problèmes-là. Puis, tout va se faire à l'intérieur, là. Donc, c'est un immense bâtiment, comme je vous dis. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour la municipalité parce que c'est un bon investissement chez nous. C'est créateur d'emplois aussi, là. Donc, qu'est-ce que vous dites aux citoyens qui vont être près de l'usine et qui sont pas très contents de l'implantation de cette usine? Bien, je peux comprendre, mais je pense que les gens, des fois, ils se créent des attentes qu'il n'y aura jamais rien derrière chez eux, alors que c'est vraiment un parc industriel qui est là. Et puis, c'est conforme. Et puis, la construction est tout à fait conforme à la réglementation municipale et légalement, ils ont le droit de construire. On ne pourrait pas dire à un entrepreneur que tu n'as pas le droit de construire là, puis acheter le terrain, il nous poursuivrait. Donc, c'est tout à fait légal. C'est certain que ça peut déranger la quiétude de ce citoyen-là en question, mais malgré tout, moi, je suis confiant que tout va être correct. La municipalité va s'assurer comme que l'entreprise respecte toute la réglementation. C'est un projet qui a été soumis au comité consultatif d'urbanisme aussi. Donc, et le CCU avait exigé aussi, à l'arrière du terrain, entre les voisins, un talus de 6 mètres de large, 3 mètres de haut, avec des arbres tout le long, pour justement couper un peu le son, puis essayer de cacher un peu le bâtiment. Mais le bâtiment, si vous allez voir, c'est gros, c'est énorme. Donc, oui, le citoyen en question, il peut être déçu, mais ça reste que... Ils ne peuvent pas être déçus de nous, je pense. Moi, je pense vraiment que c'est une attente qu'il y avait de croire qu'il n'y aura jamais quelque chose. C'est comme un projet résidentiel quand on pense qu'il n'y aura jamais de maison à côté, puis on pense que... c'est ça. Donc, c'est ça. Tant qu'on reste, nous, c'est ça, tant qu'on est satisfait, mais... je les ai parlé, je les ai déjà rencontrés, puis je le réitère qu'on va s'assurer que tout va être respecté dans ce dossier-là. Donc, parfait. Merci beaucoup, M. Louis XVI. Merci. Bonjour, Chloé. Bonjour! Donc, aujourd'hui, c'est notre chronique sport. Et tu vas nous parler, en fait, là, des formations pour des entraîneurs. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, ben c'est ça. Je pensais que c'était peut-être important, justement, de parler d'un volet qui est un peu différent. On a tendance de se concentrer beaucoup sur les athlètes, qui est évidemment super important là, dans le monde du sport, mais un autre volet vraiment important, c'est au niveau du développement des entraîneurs, de l'apprentissage des entraîneurs, puis surtout du développement à long terme là, d'un entraîneur. Puis en fait, moi, dans mon rôle de conseillère au développement des entraîneurs, je l'ai dit plusieurs fois, là, et de leur environnement, mon rôle à moi, c'est de vraiment venir supporter tous les entraîneurs de la communauté qui est de venir créer des activités qui vont leur permettre de se développer au-delà des formations qui sont obligatoires dans le cadre de leur sport. Donc, chaque entraîneur, dépendamment à quel niveau, puis avec quelle fédération sportive ils ont affaire, ont souvent des cours obligatoires, des formations obligatoires à suivre afin d'être capable d'exercer la profession, puis d'être capable d'être entraîneur. Puis en fait, nous, ce qu'on cherche à faire à Excellence Sportive Outaouais et dans mon rôle qu'on appelle CDEE, pour avoir à le dire en long et en large à chaque fois, donc de conseillère au développement des entraîneurs et de leur environnement. Donc, dans le rôle de CDE, c'est de créer des activités qui vont plus loin des formations. Fait que vraiment qui sont basées sur les besoins spécifiques de nos entraîneurs en Outaouais, des trucs vraiment personnalisés, des trucs où est-ce qu'on va venir inviter certains experts pour venir présenter un sujet ou parler de certaines choses. Puis ensuite de ça, en fonction de ce qui est présenté, bien, ça va être surtout de l'entraide, de la collaboration, du travail entre entraîneurs, de vraiment être capable d'apprendre entre eux, donc de créer des situations comme on appelle d'apprentissage social. Fait que c'est vraiment quelque chose que nous, on met sur pied, qu'on essaie de prioriser depuis les dernières années. C'est d'amener ça plus loin
que où est-ce qu'on allait déjà avec les formations obligatoires. Là. C'est vraiment ça sur quoi on veut se concentrer. Fait que oui, c'est la formation d'entraîneur, mais pas nécessairement la formation traditionnelle où est-ce que il faut suivre certains cours, on reçoit des points de perfectionnement, puis c'est en fonction de notre fédération sportive. Là, c'est vraiment les entraîneurs qui décident par eux-mêmes, de ce soit leur propre décision, de vouloir en apprendre plus, de vouloir se développer, de vouloir s'améliorer. C'est vraiment ça que nous, on prône, puis c'est vraiment là-dessus qu'on travaille là, à Excellence Sportive Outaouais. Puis pour, mettons, des sportifs qui nous écoutent, puis qui envisageraient peut-être d'avoir comme carrière justement d'être entraîneur dans le sport qu'ils aiment. En fait, comment ça se passe? Quelles sont les perspectives un peu de carrière? Puis j'imagine que c'est quand même assez varié, là, être entraîneur. Je veux dire, il y a tellement de sports. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est super varié. C'est une question qui est super pertinente, mais qui est tellement dure à répondre de par le fait que c'est tellement c'est varié, ça change entre les sports, ça change en fonction du niveau auquel aussi tu vas t'impliquer. Je dirais que la majorité du temps, si quelqu'un qui est un athlète qui est intéressé à s'impliquer comme entraîneur, bien, c'est certain que d'aller peut-être demander à votre fédération sportive, à votre club sportif, si vous pouvez même vous impliquer à la base, juste comme bénévole, d'aller aider un peu comme assistant coach des fois, d'aller voir comment ça se passe. Ça peut être une belle première étape. Puis ensuite de ça, bien, votre fédération peut vous guider là, dans le processus de formation qui sont obligatoires, dans le processus de certification des entraîneurs. Puis à ce moment-là, bien, après ça, ils vont un peu vous guider dans ce trajet-là qui est différent entre chacun des sports. Donc, il y a des sports où est-ce que les entraîneurs sont 100% bénévoles, des sports où des entraîneurs sont rémunérés, des sports où est-ce que les niveaux de performance sont super variés. Donc, c'est vraiment votre fédération sportive qui peut vous guider avec ça. Mais je vous dirais que dans probablement tous les sports, là, on en cherche toujours des entraîneurs. Des entraîneurs sont toujours les bienvenus. Donc, c'est ça, c'est d'aller s'impliquer, d'être prêt à faire du bénévolat, d'aller observer, de poser des questions. Puis ensuite de ça, une fois qu'on est impliqué plus là-dedans, qu'on est plus dans le processus, c'est là où est-ce que vous pouvez commencer à participer aussi à nos activités à nous qu'on met en place. Donc, au-delà de ce que la fédération va vous offrir, mais des choses vraiment spécifiques en Outaouais pour poursuivre votre développement, fait que ce soit des choses vous avez des sujets qui vous intéressent, des choses que vous avez envie de développer, des habiletés comme entraîneur que vous avez envie d'apprendre. Puis là, c'est là, nous, on peut venir aider avec cette partie-là qui est comme un peu à l'externe de ce que les fédérations font. Mais je dirais quand même que c'est une bonne place pour commencer parce que normalement, il faut entrer un peu dans leur processus à eux, un peu entrer comme dans leur entonnoir, puis ensuite de ça, nous, on vient supporter avec ça. Oui. Ben, en tout cas, c'est super intéressant, puis ça donne quand même une bonne aperçu là, des premières démarches qu'on doit faire pour devenir entraîneur. Oui. Tu avais aussi quelques actualités sportives à nous parler. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, de notre côté, à nous, l'Excellence Sportive Outaouais, on a quand même plusieurs événements qui approchent, là, donc des événements qui impliquent surtout la communauté sportive. Fait qu'on ne se limite pas nécessairement à des athlètes ou des entraîneurs, mais bien aussi des gestionnaires de clubs sportifs, d'événements sportifs. On parle aussi des responsables des groupes d'entraînement, des programmes par études. Donc, on a notre assemblée générale annuelle là, qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 27 avril, où est-ce qu'évidemment, là, les gens sont les bienvenus à participer. Puis, on a aussi le 25 et le 26 avril, donc une semaine occupée la semaine prochaine. Et on organise en fait là, le colloque québécois sur la gestion d'événements et d'installations sportives. Donc, dans le fait, ça, on va vraiment regrouper là, des gens d'à travers le Québec qui sont impliqués là, au niveau dans le milieu sportif pour venir discuter de ces sujets-là qui est vraiment au niveau de gestion d'événements et installation sportive. Puis, on va pouvoir venir échanger, travailler, collaborer ensemble. On a des super présentateurs aussi qui vont être là sur place. Donc, un super bel événement, enfin, en présentiel après plusieurs années où est-ce qu'on va pouvoir, plusieurs acteurs de la communauté sportive vont pouvoir collaborer, échanger, puis apprendre davantage sur ce sujet-là qui est super important. Là. Oui. Ben, je te remercie beaucoup, Chloé, et on se dit à une prochaine chronique. Oui, merci beaucoup. Bye. Bonjour, Madame Poirier. Bonjour. Je vous ai invité aujourd'hui car vous êtes la propriétaire du studio de danse Academy. Exactement. Donc, en fait, plusieurs de vos danseurs se sont distingués en une compétition en Ontario qui s'appelait Love Dance. Donc, c'est pour ça que je vous ai invité. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, en fait, là, qu'est-ce qui est arrivé à cette compétition de danse?
Oui, en fait, c'est la compétition Love to Dance à Sainte-Catherine, en Ontario, qui est tout près de Niagara Falls. Dans le fond, on a apporté notre troupe compétitive complète. On a des enfants de 4 ans jusqu'à l'âge adulte. Puis, dans le fond, on s'est vraiment bien classé dans toutes les catégories. Les danseurs ont dansé merveilleusement. Puis, on a aussi gagné le Spirit Studio Award, que ça s'appelle. Dans le fond, c'est le studio qui a la meilleure esprit d'équipe et envers notre propre studio, mais aussi envers les autres. Puis, en plus de ça, on a gagné plusieurs overalls par catégorie d'âge et tout ça, dont un grand groupe de 29 danseurs de jazz qui s'est obtenu la plus haute note de cette catégorie-là. Ah, c'est bien. Puis votre studio de danse, vous enseignez quel type de danse? On enseigne vraiment de tout. On a des professeurs qualifiés dans tous les domaines, que ce soit du ballet, hip-hop, jazz, contemporain, lyrique, acro-danse, qui est un mélange de gymnastique et de danse. Vraiment une bonne variété. Puis ça s'adresse à quel type d'âge surtout? La moyenne de notre clientèle, c'est surtout des enfants âgés entre 3 et 18 ans. On a une grande clientèle adulte qui danse pour le plaisir et tout ça. On a une troupe de mamans qui dansent en compétition juste pour le plaisir et tout ça, mais on a aussi beaucoup de classes récréatives adultes. Et quels sont vos projets futurs? On en a beaucoup, beaucoup. Le but, c'est que le milieu artistique de la danse se développe encore plus dans notre petite ville de Buckingham. Fait que toujours aller chercher de nouveaux projets et tout ça. En ce moment, on travaille sur des nouveaux programmes. On a un programme en ce moment avec l'école secondaire d'Os-Gamelin, l'option danse, qu'on est en charge. Et on est en train de présentement développer un projet option danse primaire. Pour les plus jeunes, mais aussi on est en train de développer plusieurs workshops, conventions avec des professionnels du milieu pour qu'ils se déplacent directement dans nos studios. Comme ça devient plus accessible à tout le monde dans notre région. Est-ce qu'il y avait des compétitions futures auxquelles vous allez participer avec vos élèves? Oui, on en a une dans 5 jours à Gatineau. C'est notre dernière de la saison à Summit Dance Challenge. Ça se déroule au Musée canadien de l'histoire du vendredi au dimanche. Puis c'est ça, c'est notre dernière. Après ça, on recommence une nouvelle saison qui va débuter là, pendant l'été. Ouais. Donc, si les gens qui nous écoutent seraient intéressés à soit envoyer leur enfant là ou même à participer en tant qu'adulte à vos cours, comment est-ce qu'on fait? On peut nous rejoindre soit par téléphone ou par courriel. C'est les deux façons les plus simples. Sinon, on peut nous suivre directement sur nos plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et tout ça. On est assez facile d'approche. Puis, on va commencer les inscriptions de la saison estivale très bientôt. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Madame Poirier. Puis, je vous souhaite tout succès. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Aubé. Bonjour, Madame Dontigny-Charette. Donc, je vous ai invité aujourd'hui car on va faire un bilan ensemble des inondations, particulièrement dans le secteur Masson-Angers. Donc, on est aujourd'hui le jeudi 11 mai et cette édition-ci est justement, on va passer le 11 mai, mais plus tard en soirée. Donc, notre entrevue ensemble est fraîchement d'actualité. Donc, ma première question pour vous, c'est est-ce que vous pouvez me faire un peu un bilan là, en ce moment? Qu'est-ce que c'est là, les inondations dans les secteurs de Masson-Angers? Oui, disons, le pire est passé. Je vais le dire comme ça, puis je suis soulagé pour les nombreux citoyens riverains particulièrement là, qui l'ont pas eu facile ces dernières semaines. Mais au moment où je vous dis ça, vous le voyez, je suis à mon bureau aujourd'hui. Là, j'ai la chance de travailler ici, mais j'ai passé beaucoup de temps avec les gens, notamment de la rue du Ruisseau, mais du Fer à cheval aussi, parce que c'est les deux rues vraiment qui étaient le plus
qui était le plus touché, mais encore plus fer à cheval, là, du ruisseau. L'eau était montée, c'est rendu aux premières résidences. On surveillait de près les 4 premières. En fait, j'ai 4 premières, mais quand on rentre dans la rue du ruisseau, c'est les 4 dernières dans le fond de la rue. Fer à cheval, ben, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment des propriétés riveraines. Et quand je vous dis le pire est passé, c'est que l'eau a descendu beaucoup au cours des dernières journées, puis c'est vers le côté positif que l'on s'en va parce que je peux me permettre justement, je dis, de revenir ici au bureau, puis je sais que ça s'en va du bon côté. On parle encore de diminution importante, là, de 12 à 13 cm, puis ça a baissé depuis 16 heures hier après-midi, et ça devrait baisser de 25 cm d'ici la fin de la fin de la semaine. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on s'en va du bon côté. Au moment où on se parle ce matin, là, aujourd'hui, c'est 42,95 mètres. Donc, on vient de rebaisser sous les 43 mètres, qui est le niveau 0,2 ans. Donc, on est en dessous de ça. Alors, ça revient à ce que c'était lundi de la semaine dernière, le 1er mai. Là. C'est beaucoup de chiffres que je vous donne, là, mais retenons ensemble là, que l'eau baisse beaucoup, va continuer de baisser d'ici la fin de la semaine là, d'un autre 25 cm, ce qui permet maintenant là, de circuler, notamment sur le fer à cheval, circulation locale. Il y a eu des tests de portance qui ont été faits hier, ce qui permet au moins aux résidents d'avoir accès à leur rue, puis ça, c'est une bonne première étape, là, je dirais. On a évité le pire comme en 2017-2019, et c'est pour ça que je disais que j'étais soulagé là, au nom de mes résistants là, à ce moment-ci. OK. Puis justement, par rapport à 2017-2019, quelles sont les différences? La quantité d'eau, honnêtement, quand je me rappelle avoir donner un coup de pouce à des résidents lors des 2 dernières élections. Je prends la rue du Ruisseau où j'étais allé, par exemple, là, qui est une rue qui s'en va là, perpendiculaire à la rivière, et on était, je dirais, à la moitié, aux 3 quarts de la rue, et on avait de l'eau là, jusqu'à la taille, là, facilement. En fait, on ne pouvait pas aller plus loin que ça. Si on y allait, ben, ça prenait de l'équipement, là, des bottes appropriées. Là, c'était pas le cas. Là. On était loin de là cette fois-ci. Mais même si on parle de différence dans ce sens-là, les gens qui le vivent, c'est pas drôle non plus pour eux. J'ai vécu avec les gens, puis c'était aussi des gens qui, il faut les comprendre, souhaitent sauver leur maison, puis je le dis clairement, veulent être sur place, veulent surveiller leur pompe. Alors, comme élu, ce que je faisais, c'est au moins leur donner accès à leur embarcation, chaloupe, bateau moteur, véhicule amphibie ou autre, qui était stationné à notre descente de bateau. On demandait aux gens d'aller descendre là. Alors, à un moment donné, on a mis le barrage policier beaucoup plus haut sur le chemin du quai. Alors, il fallait que les gens marchent, puis plus il y avait de gens, plus on reculait. Il fallait marcher encore plus loin pour se rendre, soit avec de la nourriture ou des bonbonnes propane ou autre. Alors, il y a eu un compromis que j'ai réussi à demander à la sécurité civile. Ça ne mettait personne en danger parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau sur le chemin du quai, mais de s'y rendre pour accéder à leur embarcation et ensuite circuler ou naviguer vers leur propriété pour surveiller leur maison. Une fois que j'ai dit ça, vous m'avez demandé la grande différence, je dirais, c'est la résilience. La grande résilience de nos gens dans Masson-Angers qui ont connu 2017. Pour la plupart, là, c'est encore leur maison de 2019. Il y a quelques nouveaux résidents. Mais les gens connaissent bien leur rue. Et il y a 3 semaines, quand j'y étais, certains n'avaient pas encore mis de sac. Puis ils me disaient, tant qu'à vis-à-vis 2 adresses principales vers le fond de la rue, l'eau n'est pas passée par-dessus, on est encore correct. On trouvait notre niveau là, j'allais dire, d'anxiété en fonction de l'eau qui arrivait. Les gens connaissent bien la rue. Alors, c'est ça qui est différent. J'ai pas senti de panique ou d'anxiété outre mesure parce qu'on connaît bien la rivière par rapport à ces 2 années-là. C'est ça la grande différence. Et quand l'eau est effectivement montée au point les plus bas, sur le chemin du fer à cheval, notamment là, près du 6-21, je veux de mémoire, là, l'eau a commencé à entrer vers cette propriété-là. Tranquillement, les gens ont commencé à barricader là, leur maison, en fait, protéger leur maison avec des sacs de sable, des plastiques ou autres. Et c'est ça que j'ai remarqué, la grande différence. Et les gens étaient
était très compréhensif, savait ce qui allait s'en venir. Puis moi, j'étais là, pour essayer de les accompagner là-dedans avec les gens de l'administration de la sécurité civile. Là. Il y a eu une excellente collaboration, je vous dirais, là, avec mes citoyens là, dans ce secteur-là. Puis sur la rue du Ruisseau aussi, comme je vous disais, où je suis allé là, également à de nombreuses reprises discuter avec les gens selon nos cartes interactives pour savoir, me poser la question est-ce que l'eau va monter ou pas. Puis la même chose, eux savaient là, selon les endroits où l'eau arrivait, selon les prévisions météo également. Puis on était là-dedans. On avait beaucoup de discussions ces dernières semaines. Puis justement, les gens qui ont été inondés en 2017, 2019 et maintenant en 2023, il y a un groupe sur Facebook d'entraide. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une excellente idée. Je connais bien celui qui est derrière ce site-là, M. Yves-Élou Légaré, qui est en communication avec moi à quelques reprises, je dirais souvent, pendant cette situation-là. Et c'est un groupe qui n'aide pas juste Masson-Angers, mais un petit peu partout. Alors, quand les besoins étaient moindres, il se déplaçait dans d'autres secteurs et il pouvait très bien aussi recevoir, un peu comme moi, comme conseiller du quartier de Masson-Angers, je recevais des fois des demandes ou des questionnements des citoyens, notamment des fois c'était de déplacer des sacs de sable ou est-ce qu'ils vont en avoir ou pas. Et je sais que ce groupe-là me refilait aussi de l'information de citoyens qui pouvaient avoir des questions, des inquiétudes. Alors c'est une belle façon qu'on a collaboré au cours de ça parce qu'ils ont l'expérience d'aide aux citoyens et c'est très apprécié ces groupes de bénévoles qui se forment en claquant des doigts. Dès qu'il y a un événement comme on le vit là, ils sont là, ils sont prêts pour les citoyens, pour les transporter ou leur transporter des sacs de sable, par exemple, ceux qui en voulaient, ou juste être là, leur refiler des informations que nous avons officiellement par la direction régionale de la sécurité civile. Alors, c'est une belle collaboration là, qu'on avait avec ces gens-là. Et ça continue au niveau là, de l'aide. Là, on dit que le beau côté est passé, mais si financièrement des gens ont besoin de l'aide ou des questionnements, le ministère de la Sécurité publique, là, qui, en ce jeudi soir, tient une rencontre, là, mais il pourrait y avoir des inscriptions individuelles par la suite pour obtenir là, tous les renseignements nécessaires pour la suite des choses. Parce qu'une fois que l'eau s'est retirée, les gens, si leur propriété a été inondée et qui ont des besoins avant de reconstruire quoi que ce soit, mais il y aura des gens au ministère de la Sécurité publique qui pourront aussi continuer là, à leur donner un coup de main de ce côté. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Aubé, pour ce bilan. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.